Oui. Non, bah, 42, Bonjour à tous. On va encore attendre quelques petites secondes, histoire que tout le monde se connecte avant de démarrer ce webinaire. Ok. Alors, déjà bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur ce webinaire co-animé entre les deux marques Willow et Danfoss. Donc, comme vous le savez déjà, ça va être un webinaire sur la thématique des solutions d'équilibrage dans le résidentiel collectif. Voilà, réalisé entre nos deux marques, en partenariat entre nos deux marques. Donc, on a la chance d'avoir à disposition aujourd'hui nos deux experts techniques, Stéphane Komorek pour Willow, spécialiste du coup des circulateurs, et Thierry Aubert pour Danfoss, qui est plutôt responsable technique du chauffage sur la France. Donc, on va vous présenter une partie d'abord orientée équilibrage, variation de vitesse, et ensuite tout ce qui est thermostatisation des réseaux pendant environ 30-35 minutes. Et puis, on va avoir un temps dédié aux questions-réponses à la fin. Vous pourrez nous faire part du coup de vos interrogations et de vos différentes remarques sur la présentation. Voilà. Et du coup, nos experts vous répondront en direct. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la main à Stéphane. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Komorek, je fais partie de la société Willow. Donc, je suis expert technique pour la société Willow dans l'application HVAC, donc pour les applications génie climatique. Donc, on va vous partager ce webinaire avec Thierry Aubert, donc de la société Danfoss, responsable technique, où on va parler un petit peu de variation de vitesse sur les réseaux à débit variable. Et donc, on parlera également donc de l'équilibrage, ce sera la partie de Thierry Aubert sur les réseaux à débit variable. Donc voilà le type d'installation que l'on, enfin, dans un premier temps, donc les thèmes que je vais aborder moi dans la partie variation de vitesse. Donc on va parler un petit peu d'une certaine typologie d'installation dans lequel la pompe et les solutions d'équilibrage sont installées. On va parler des généralités sur la pompe, alors des différents modes de réglage en l'occurrence. On retrouve très souvent des modes de réglage qui sont assez commun entre fabricants, donc le réglage vitesse, delta P constant, delta P variable. Donc on va parler un petit peu de ces différents modes de réglage. On va voir un petit peu comment ils réagissent face à un réseau à débit variable. Puis ensuite, on va parler un peu d'évolution des débits et des pressions, de l'intérêt de la variation de vitesse, parce que malgré tout, il y a un grand intérêt sur des réseaux à débit variable. Et puis nous parlerons également, nous ferons un petit focus parfois sur le circulateur Stratos Maxo, qui est le circulateur donc premium pour la société Willow. Donc, je vais éteindre ma caméra et puis on va poursuivre donc la présentation. Voilà la typologie d'installation sur laquelle on va échanger donc avec Thierry. Donc, on va parler bien sûr des pompes à variation de vitesse sur un réseau donc dit à débit variable sur lequel on va distribuer différentes antennes. Et sur chaque antenne, on va retrouver donc des robinets RADV de chez Danfoss avec derrière des têtes thermostatiques. C'est pour ça qu'on parle vraiment de réseau donc à débit variable. Alors, dans un premier temps, on va faire un petit focus sur la détermination de la pompe, comment on détermine en fait le débit et la HMT de la pompe. Donc, le débit en fait de la pompe, il est directement proportionnel à la puissance calorifique installée si on parle d'un réseau de chauffage par exemple. Donc, le débit, on va suivre cette petite formule, le débit qui est exprimé en mètres cubes par heure va dépendre en fait de la puissance installée, d'accord, divisé par un 163 que multiplie le delta T. Donc, le delta T, c'est le différentiel de température entre la température de départ du générateur et la température de retour, donc au niveau du générateur. Donc, dans notre exemple ici, on a un delta T de 15 en l'occurrence sur cette installation. Donc, voilà comment on va déterminer le débit. Donc, le débit, il est toujours dimensionné pour les besoins calorifiques les plus négatifs possibles, c'est-à-dire avec des températures externes qui vont être les plus négatives possibles. Donc, il est toujours déterminé pour son besoin maximal.
Au niveau de la détermination de la HMT, alors ce qu'on appelle la HMT, c'est la hauteur manométrique totale de la pompe. En fait, qu'est-ce que c'est la HMT sur une pompe? C'est la pression que va devoir fournir la pompe pour combattre les pertes de charge de la boucle la plus résistive. Alors là, sur notre petit schéma en pointillé, on a retracé en fait la boucle la plus résistive qui correspond sur notre petit schéma à la boucle la plus défavorisée. Donc l'HMT de la pompe, c'est simplement la pression que va devoir fournir la pompe pour combattre ces pertes de charge. Donc ces pertes de charge qui vont dépendre en fait du diamètre du tuyauterie, du débit qu'on va faire circuler dedans, des différents incidents de parcours que l'on va retrouver sur l'installation. Donc il est à noter que la hauteur géométrique n'intervient absolument pas dans la détermination de la HMT. D'accord ? La hauteur géométrique, on va s'en servir, elle va conditionner en fait la pression de remplissage d'un réseau, mais en aucun cas elle va être prise en compte dans la détermination de la HMT de la pompe, puisque la HMT de la pompe, c'est simplement la pression que doit fournir la pompe pour combattre ces fameuses pertes de charge dans notre installation. Donc désormais, on va parler des différents modes de réglage qu'on va retrouver sur les pompes. Donc on va retrouver 3 modes de réglage très fréquemment. Le mode vitesse, donc celui qui s'affiche à l'écran, le mode delta P constant ou le mode de réglage delta P variable. Donc là, dans un premier temps, on va parler du mode de réglage en vitesse. Donc ce que vous avez là, le petit cycle que vous avez avec une petite courbe de pompe, c'est le mode de réglage en vitesse fixe. C'est-à-dire que vous allez régler une certaine vitesse, mais la pompe, elle ne régulera pas automatiquement. Elle restera toujours à la même vitesse que vous avez paramétrée sur cette pompe à vitesse variable. Donc si on associe cette pompe à une courbe de réseau, donc là, la courbe en orange que vous avez, c'est la courbe de réseau lorsque le réseau est grand ouvert en pleine demande. C'est-à-dire qu'on considère, dans mon exemple, qui fait qu'on ait les températures les plus négatives possibles en extérieur, qu'on a une pompe qui a une certaine vitesse, par exemple à 100% de sa vitesse, et qu'on a un réseau qui est en pleine demande, grand ouvert pour des besoins maxi. Donc on va retrouver notre débit pour un besoin maxi, et on va retrouver en fait l'HMT de pompe, ce qu'on peut appeler le delta P de la pompe, le différentiel de pression, pour un besoin maxi. Dans notre, dans notre présentation, on va parler uniquement de réseau à débit variable, c'est-à-dire que le débit va varier sur l'installation en fonction de la fermeture ou de l'ouverture des têtes thermostatiques qu'on va retrouver sur les éléments terminaux de l'installation. Donc si on a les têtes thermostatiques qui se ferment, qu'est-ce qui va se passer? On va modifier en fait la courbe de perte de charge. Pourquoi? Parce qu'on va réduire en fait le passage libre au niveau des têtes thermostatiques. Donc on va obtenir en fait une nouvelle courbe de perte de charge qui est par exemple cette petite courbe que vous avez ici en trait pointillé. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement si on est paramétré en vitesse fixe? Le point de fonctionnement en fait va se déplacer sur notre courbe de pompe et va venir donc se positionner à l'intersection entre la courbe de perte de charge et la courbe de pompe qui est toujours en vitesse fixe. Ça veut dire qu'on a bien une diminution du débit dans l'installation, donc c'est ce qu'on recherchait puisque les têtes thermostatiques se sont fermées. Mais en revanche, on a eu une augmentation de la pression aux bornes de la pompe. Donc cette augmentation de pression, elle ne sert à rien, elle est complètement inutile. Donc comment ça va se passer en fait sur le réseau? On va avoir en fait une augmentation de pression au niveau de la borne de la pompe, c'est-à-dire qu'au niveau du delta P de la pompe, les différentiels de pression entre l'aspiration et le refoulement, on va avoir une augmentation de pression. Et en tout point du réseau, on aura une augmentation de pression qui sera vraiment très significative. Donc tout ça, ça va générer en fait des interactivités entre les différentes branches en fait du réseau. Et ça, c'est des choses qu'on cherchera à éviter avec les différents modes de régulation, mais également avec les vannes d'équilibrage de chez Danfoss. Donc ce mode de régulation, en fait, quand on est sur des réseaux à débit variable, il n'est vraiment pas indiqué. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des réseaux à débit variable, on ne va pas sélectionner la pompe avec une vitesse fixe, d'accord? On sélectionnera la pompe avec une régulation de pression que l'on va voir un petit peu plus tard. Ce mode de réglage en vitesse fixe, on pourra l'utiliser éventuellement sur des réseaux à débit fixe, d'accord? Ou alors quand on souhaite, réguler les pompes avec un régulateur externe et via un signal analogique externe. Par contre, sur des réseaux à débit variable, sur l'application dont on est en train d'échanger, eh bien, on n'utilise pas ce mode de réglage. On utilisera plutôt le mode de réglage delta P constant, par exemple. Donc le delta P constant, c'est le petit sigle que vous avez en haut avec une droite, d'accord, qui dimensionne, enfin qui symbolise plutôt un différentiel de pression constante aux bornes de la pompe. Donc on va reprendre notre petite courbe de pompe, on va reprendre notre courbe de perte de charge ici qui était symbolisée avec cette courbe quadratique en orange. Donc on va avoir notre besoin maxi qui va correspondre à notre point de fonctionnement quand on a un réseau qui est totalement ouvert, quand on a un réseau donc en pleine demande.
Donc, quand on paramètre la pompe en ΔP constant, on va maintenir en fait une pression différentielle constante entre les bornes de la pompe, c'est-à-dire entre l'aspiration et le refoulement de votre pompe ou de votre circulateur. Donc, la courbe de régulation, en fait, ce sera celle qui est tracée ici en gris foncé et qui restera toujours constante, et ce, quelle que soit l'évolution des paires de charge du réseau. Donc, si on a une fermeture en fait des têtes thermostatiques, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une nouvelle courbe de paire de charge qui va se créer. Et donc, on va avoir un nouveau point de fonctionnement qui restera constant, c'est-à-dire que la pression différentielle restera constante aux bornes de la pompe. Donc, notre nouveau point de fonctionnement, ce sera l'intersection entre la courbe de paire de charge qui s'est créée avec la fermeture des robinets thermostatiques et notre courbe de régulation. Donc, pour obtenir ce point d'intersection, ce nouveau point de fonctionnement, la pompe va réduire sa vitesse pour offrir en fait une nouvelle courbe de pompe, donc la courbe que vous avez ici tracée en rouge, qui passera par le point d'intersection entre la courbe de paire de charge et la courbe de régulation. Donc on notera en fait que ce n'est pas la pompe qui a fait varier le débit sur l'installation, c'est vraiment les têtes thermostatiques qui ont agi sur les paires de charge du réseau. Et la pompe, vu qu'elle est paramétrée en régulation de pression, elle va adapter sa vitesse pour maintenir une pression constante dans l'installation. Et donc elle va réduire sa vitesse afin de maintenir cette pression constante. Donc on va réduire le débit, donc ça c'est ce qu'on recherchait, mais on a maintenu en fait une pression constante. Donc on va voir tout à l'heure qu'il y a un grand intérêt au niveau de la puissance absorbée de la pompe. Alors comment ça va se comporter sur le réseau? Ici au niveau de la HMT de la pompe, en fait on va maintenir donc au bord de la pompe une pression constante. Et le long de l'installation, en fait, on va augmenter la pression, notamment en point le plus défavorisé, mais par contre, on aura moins d'augmentation de pression que précédemment lorsqu'on était en vitesse fixe. Donc, on aura moins d'interactivité entre les différents réseaux dès lors que vous paramétrez votre pompe en ΔP constant. Donc, ce type de régulation, il sera utilisé essentiellement lorsque l'on est avec des émetteurs qui ont des fortes pertes de charge par rapport à la tuyauterie de distribution. Donc, les types d'émetteurs en général qui ont des fortes pertes de charge, ça va être des échangeurs à plaques, ça va être des planchers chauffants dans l'habitat individuel ou collectif. Et on considère en fait que les pertes de charge sont importantes en fait dans l'émetteur par rapport au réseau de distribution. Donc c'est pourquoi on préconise le mode de réglage en fait en ΔP constant dès lors que les pertes de charge sont vraiment localisées essentiellement dans les éléments terminaux tels qu'un plancher chauffant. L'autre mode de réglage que l'on va retrouver essentiellement sur les pompes également, c'est le ΔP variable. Donc cette fois-ci, la courbe de régulation ne sera non plus constante, comme tout à l'heure, mais elle sera variable. Donc d'où le petit logo que vous avez donc en haut à droite avec une courbe de régulation, ce qui est cette fois-ci variable. Donc on va reprendre notre courbe de pompe, d'accord, notre réseau avec notre courbe quadratique en orange, et donc notre point de fonctionnement pour un besoin maxi. Donc, comment va se réguler en fait cette courbe? Comment va se dessiner plutôt cette courbe de régulation en ΔP variable? Elle va varier entre le point de consigne que vous avez réglé et le point de consigne divisé par 2 lorsque vous êtes à 0 débit. Alors, je m'explique. Si par exemple vous mettez une consigne à 4 mètres de colonne d'eau, la courbe de régulation va varier entre 4 et 2 lorsque vous serez à débit nul. Cette courbe en fait qui est paramétrée à 50% de la consigne, elle est déjà paramétrée chez la plupart des fabricants. Donc on retrouve en fait cette courbe de régulation en ΔP variable. Comment va agir en fait notre point de fonctionnement face à une évolution de perte de charge suite à une fermeture des robinets thermostatiques? Eh bien, le point de fonctionnement va glisser sur cette courbe de régulation, d'accord, et la pompe va adapter sa vitesse également pour venir en fait combler ce point de fonctionnement qui est à l'intersection de la courbe de perte de charge avec notre courbe de régulation. Donc, on a cette fois-ci diminué le débit sur notre installation, donc c'est ce qu'on souhaitait faire, donc ça tombe bien. Mais on a également diminué la hauteur manométrique de la pompe. Donc, ce qui va occasionner, on verra tout à l'heure, des économies d'énergie qui seront supplémentaires par rapport au ΔP constant ou par rapport à la vitesse fixe, le premier réglage que l'on a vu tout à l'heure. Donc, au niveau de l'installation, comment ça va se comporter? Cette fois-ci, la pression va chuter en fait au niveau du ΔP de la pompe. Donc, on va avoir des baisses de pression au niveau du ΔP de la pompe. Et on aura une petite augmentation de pression dans le bout du réseau, d'accord. Mais cette fois-ci, avec le ΔP variable, on aura encore moins d'interactivité entre les réseaux, puisque les pressions qui vont être occasionnées sur les départs de chaque antenne seront nettement inférieures à ce qu'on a pu avoir en vitesse fixe ou alors en ΔP constant. Donc ce mode de réglage, on va petit
plutôt l'utiliser sur des émetteurs qui ont de très faibles paires de charge, par exemple des radiateurs, donc de très faibles paires de charge par rapport au réseau. C'est-à-dire qu'on considère que quand les paires de charge sont faibles dans les émetteurs par rapport au réseau, on peut se permettre de descendre la pression, donc on peut se permettre de paramétrer un delta P variable. On va faire un petit focus sur le Stratos Maxo. Le Stratos Maxo, c'est le produit premium de chez, de chez Vilo. Et donc, au niveau du mode de delta PV, le réglage d'usine est fait à 50%. C'est-à-dire que dans mon exemple de tout à l'heure, si on est paramétré à une consigne de 4 mètres de colonne d'eau, notre pompe, notre courbe de régulation va varier entre 4 et 2. Mais on a aussi la possibilité de modifier le pourcentage de réglage de cette pompe. Alors ça peut être intéressant quand on a une méconnaissance du réseau, c'est-à-dire quand on ne connaît pas bien le réseau et qu'on a peur de descendre trop en pression, donc on a peur d'utiliser un delta P variable. Ça peut être intéressant de le paramétrer par exemple à 80%. Ça permet aussi donc, de bénéficier en fait du delta P variable et de pouvoir faire des économies d'énergie supplémentaires. Si par contre vous faites un réglage qui est en dessous de 50%, ça c'est tout à fait possible, mais par contre il faut avoir une très très bonne connaissance du réseau et ça permet en fait d'avoir une courbe de régulation qui va se rapprocher de la courbe quadratique, c'est-à-dire de la courbe de réseau. Donc voilà pour le petit focus sur le Stratos Maxo. Au niveau des courbes, voilà les courbes en fait que vous allez retrouver. Donc en haut, vous allez retrouver les courbes en delta P constant. Donc tout ce qui est ici représenté en vert, en fait, ce sont tous les points de fonctionnement que la pompe est capable en fait de combler, donc grâce notamment à la variation de vitesse. Et en delta P variable, c'est pareil. Ici, on retrouve en vert toutes les zones de fonctionnement que la pompe peut, combler lorsqu'on est paramétré en delta P variable. Donc on notera quand même qu'en delta P variable, si on avait un point de fonctionnement à, à délivrer qui serait de 4 mètres cubes, 11 mètres de colonne d'eau. Ce n'est pas possible en delta P variable. Donc là, on aura un paramétrage en delta P constant qui sera obligatoire pour un point de fonctionnement tel que celui décrit, qui ne serait pas forcément excellent pour une pompe, mais c'est un point de fonctionnement qu'on peut retrouver de temps en temps sur certaines applications. On va parler un petit peu du profil de charge et de l'intérêt de la variation de vitesse. Donc ça, le profil de charge que je vous présente là, c'est un profil de charge qui est commun à tous les constructeurs de pompes. Chez Vilo, on l'appelle le profil de charge Blue Angel. Donc là, ce que vous avez en orange, en fait, c'est le besoin en débit. Le besoin à 100%, un besoin à 75%, un besoin à 50% et un besoin à 25%. Et à côté, en bleu ou en gris foncé, c'est le temps de fonctionnement pour lequel la pompe fonctionne ici à 100%, ou à 75, ou à 50, ou à 25%. Donc là, on constate que le temps de fonctionnement pour un débit à 100%, il est simplement de 6% du temps. Si on prenait par exemple un débit ici donc à 50%, eh bien on s'aperçoit que le besoin en temps serait de 35%. Donc en gros, si on fait une moyenne de tout ça, on s'aperçoit que notre pompe, elle fournit sur une saison de chauffe que 50% du besoin. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la pompe elle est toujours dimensionnée pour 100% de son débit, donc pour les conditions les plus négatives. On s'aperçoit que là, on fonctionnera que 6% du temps pour ces conditions les plus négatives. Donc c'est là en fait que l'intérêt qu'on a un grand intérêt à mettre des pompes à variation de vitesse, notamment sur des réseaux à débit variable, pour pouvoir justement bénéficier de la variation de vitesse. Ce qu'on vous montre à l'écran ici, donc la petite formule, c'est la formule de la puissance absorbée d'une pompe. Donc la puissance absorbée d'une pompe, qui est exprimée en kilowatts, elle va dépendre du débit, exprimé en mètres cubes par heure, multiplié par la hauteur manométrique, c'est-à-dire par votre point de fonctionnement, exprimé en mètres de colonne d'eau, multiplié par la densité, divisé par 3,67 fois le rendement global. Alors quand on parle de rendement global, c'est le rendement du moteur, mais également le rendement de l'hydraulique. Donc si on veut simplifier un petit peu cette formule, en gros, on peut dire que la puissance absorbée d'une pompe, elle est essentiellement due au débit et à la hauteur manométrique. Donc là, on va comparer en fait la surface, la puissance en fait, qui va être émise si on est avec une pompe à vitesse fixe, si on est paramétré en delta P constant ou si on est paramétré en delta P variable. Si on est en vitesse fixe, on s'aperçoit qu'on a une hauteur qui est très importante pour un débit moyen. Donc on va voir en fait une puissance qui va correspondre en fait à sa surface qui est coloriée en jaune. Si on est paramétré en delta P constant, notre point de fonctionnement, toujours pour un débit moyen, il va être ici, donc avec une pompe qui va réduire sa vitesse. Et donc, comme la hauteur elle est restée constante, eh bien la puissance absorbée va correspondre en fait à la surface orange qui est représentée ici. Si en revanche nous sommes paramétrés en delta PC, le point de fonctionnement va toujours être en termes de débit pour un débit moyen, donc le même débit. En revanche, la HMT est descendue, donc la puissance simplifiée pourrait correspondre donc à notre surface en vert. Donc là, on voit très facilement
visuellement les différentes puissances qui pourraient être émises en vitesse fixe, en delta P constant, en delta P variable, et ce pour un même débit. Donc on s'aperçoit tout de suite que la variation de vitesse a un impact et un intérêt qui est très important, puisqu'on fait tout de suite des économies d'énergie dès que vous avez une régulation en pression, donc soit en delta PC, soit en delta PV, en fonction de la typologie d'émetteur, et donc sur des réseaux, bien entendu, à débit variable. Un petit exemple de réglage. Donc on va considérer ici une installation qui est à 100% ouverte, une pompe qui est à 100% de sa vitesse, et où on considère qu'on a besoin d'un débit de 8,5 m3. Donc on s'aperçoit ici que quand la pompe est à 100% de sa vitesse, pour délivrer le débit de 8,5 m3, en fait, la perte de charge est de 7 mètres de colonne d'eau sur notre circulateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va régler notre consigne soit en delta PC, soit en delta PV en fonction de la typologie d'émetteur que vous allez avoir derrière. Et vous allez régler la consigne donc à 7 mètres de colonne d'eau. Donc la consigne va correspondre aux pertes de charge de votre réseau pour le besoin en débit souhaité. Donc le fait en fait de régler cette consigne au niveau de la perte de charge va permettre d'avoir une régulation et d'avoir, comment dire, une pompe qui réagit tout de suite dès lors que le réseau se referme. Donc là, c'est un exemple avec un réglage en delta P constant, un autre exemple avec un réglage en delta P variable. Donc on s'aperçoit qu'en delta P variable, on arrivera toujours à faire descendre la vitesse avoir une vitesse en fait un petit peu plus inférieure à un delta P constant, donc à faire des économies d'énergie qui seront un petit peu plus intéressantes. Mais après, une fois de plus, ça dépendra en fait de la typologie d'émetteur que vous avez derrière. Un autre exemple, ce que l'on voit souvent et ce qu'on entend souvent, c'est qu'on se dit très souvent, voilà, qui peut le plus peut le moins. Donc, on va parfois régler une consigne qui va être plus importante que la consigne qui devrait être réglée. Donc là, si on reprend notre exemple ici, on a une pompe qui est à 100% de sa vitesse, avec, comment dire, une perte de charge qui est de 7 mètres de colonne d'eau, donc un débit en fait qui circule dans notre installation qui est proche de 8,5 m3. Donc l'idéal ici, qu'on soit paramétré en delta P constant ou delta P variable, ça aurait été de régler en fait une consigne à 7 mètres de colonne d'eau. Dans notre exemple, on va prendre l'hypothèse que l'utilisateur ou le metteur au point a réglé non pas 7 mètres de colonne d'eau, mais a réglé une consigne à 10 mètres de colonne d'eau. Ça veut dire qu'en fait, il a réglé une consigne qui est plus importante que celle qui aurait dû être réglée initialement. Donc on va voir en fait ce qui va se passer concrètement. Qu'est-ce qui va se passer si le réseau se ferme? Parce que n'oublions pas que nous sommes sur des réseaux à débit variable. La courbe de perte de charge, elle, va évoluer. Donc le point de fonctionnement, en fait, va évoluer également. C'est-à-dire que le point de fonctionnement va se déplacer toujours sur notre courbe qui sera à 100% de sa vitesse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous réglez une consigne qui est plus forte que une consigne réglée plus forte que la consigne qui aurait dû être réglée initialement, vous allez avoir une pompe qui va rester à 100% de sa vitesse et vous allez avoir en fait une pression différentielle au bord de la pompe qui va augmenter. C'est-à-dire que la pompe va se comporter comme une pompe à vitesse fixe. Il va falloir que le réseau se ferme vraiment de façon significative pour pouvoir obtenir un nouveau point de fonctionnement qui va cette fois-ci correspondre à la consigne que vous avez réglée. Et là, dès lors qu'on va avoir refermé le réseau de façon significative, là, la pompe va réagir, le point de fonctionnement va se déplacer en fait sur la courbe de régulation et la pompe va commencer à varier sa vitesse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute cette partie dans notre exemple, c'est-à-dire entre on va dire 4,75 m3 et 8,5 m3, nous n'avons pas de variation de vitesse. C'est-à-dire que la pompe va se comporter comme une pompe à vitesse fixe, mais par contre, donc la pression augmentera aux bornes de la pompe, la vitesse restera à 100% jusqu'à ce que l'on atteigne en fait les 10 mètres de colonne d'eau de consigne à régler. Donc ça, c'est pour vous montrer en fait les conséquences d'une consigne qui est trop forte. Pour la pompe en tant que telle, ça n'a pas trop d'impact. En revanche, vous avez installé en fait une pompe à vitesse variable, donc un petit peu une bête de course qui doit réagir en fonction des pertes de charge du réseau. Et là, dans ce cas-là, en fait, la réaction, elle est condamnée sur une plage, en fait, une certaine plage de fonctionnement. Un dernier focus en fait sur le Stratos Maxo, donc pour optimiser le réglage, pour aider en fait les utilisateurs et les installateurs et les metteurs au point. Sur le Stratos Maxo, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Dynamic Adapt Plus, c'est-à-dire qu'avec cette fonctionnalité-là, vous n'êtes pas obligé de régler une consigne. Vous programmez simplement votre pompe en Dynamic Adapt Plus, et c'est la pompe en fait qui, après une analyse du réseau, va régler sa propre consigne et va s'adapter en fait aux réels besoins de l'installation.
Donc la consigne se règle vraiment automatiquement après une analyse du réseau. On utilise cette fonctionnalité uniquement sur des réseaux à débit variable, ça c'est très important. Et la pompe en fait va s'adapter toute seule. Toutes les 24 heures, en fait, elle réadaptera sa consigne ainsi que sa régulation de façon à optimiser les réglages de l'installation. Donc ça, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est très intéressant, surtout sur les périodes en fait de mi-saison où les températures extérieures sont relativement clémentes et où le réseau en fait est partiellement fermé. Enfin, pour terminer, donc on va parler un petit peu de la gestion du débit mini. Donc sur les circulateurs qui sont inférieurs à 1000 watts, nous tolérons en fait un débit nul, toléré, c'est-à-dire que si on n'a pas de débit minimum sur la pompe ou sur notre circulateur, ça reste, comment dire, acceptable, si possible avec une consigne bien entendu qui est bien réglée. En revanche, pour tout ce qui est circulateur supérieur à 1000 watts ou pour tout ce qui est pompe, il faut respecter en fait un débit minimum de 10% du débit max de la pompe. Donc, juste à savoir également, au niveau du Stratos Maxo, on intègre en fait une fonctionnalité appelée le No Flow Stop qui permet d'arrêter le circulateur s'il n'y a vraiment aucune demande de débit derrière. C'est-à-dire que si toutes les têtes thermostatiques en fait sont fermées, le circulateur va détecter qu'il n'y a plus de débit circulant dans l'installation et donc le circulateur va s'arrêter. Il y aura une routine qui va relancer le circulateur, mais ça permettra de faire des économies d'énergie supplémentaires et puis en plus de sécuriser davantage le circulateur. Voilà pour ma partie. Et donc, je vais désormais laisser la parole à Thierry pour la suite sur la partie équilibrage et régulation. À toi, Thierry. Oui, bonjour. Alors, attendez, je vais partager cet écran-là. Non, c'est pas celui-là. On va le mettre en plein écran. Voilà. OK. Bonjour à tous. Bon, on a réussi le passage de transfert puisque vous avez compris, nous sommes deux sociétés donc distantes. Donc là, on a fait un passage, à mon avis, réussi entre la partie de Stéphane et la mienne. Donc moi, je suis Thierry Aubert, je suis responsable technique d'Enfos et donc mon domaine de compétence, c'est plutôt la régulation, maîtrise des débits, l'hydraulique en général. Donc, bien entendu, on est toujours amené à parler de circulateur, de pompe. Donc la première partie de Stéphane était très pertinente. Alors, donc, on va regarder situation courante, robinet thermostatique. On va revenir effectivement sur l'interaction avec le circulateur et on va parler de solutions d'auto-équilibrage, en l'occurrence sur les robinets auto-équilibrants, qui sont une des solutions. On peut mettre des vannes en pied de colonne, mais il y a des solutions qui sont directement sur l'émetteur. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc déjà, situation courante. Je vais enlever ma caméra. Voilà. Situation courante, on voit très bien que loin de la chaufferie, il y a des gens qui ont froid, par exemple en résidentiel, collectif, et ceux qui ont plus chaud, eh bien, vont avoir tendance à plutôt ouvrir les fenêtres qu'autre chose. Donc, en tous les cas, les gens qui vont générer des plaintes, ce sont ceux qui sont loin de la chaufferie. Donc, on va devoir peut-être augmenter la température de la chaudière, etc. Donc, ça, c'est bien sûr pas très, très bon. En France, il y a encore beaucoup d'installations qui sont avec des robinets manuels. Alors ça, c'est une bonne chose parce que c'est-à-dire que le potentiel d'économie d'énergie, il est énorme sur notre marché national. Il faut bien voir qu'un robinet thermostatique, ça va apporter un gain énergétique de 5 à 25%, ça dépend de quelle situation on part. Et en plus, la réglementation est bien sûr très favorable à l'installation de robinets thermostatiques. On peut penser des C2E ou dans le neuf avec des coefficients qui vont valoriser le robinet thermostatique. Alors, le robinet thermostatique, ça a deux fonctions, on va dire une fonction de confort, à savoir régler une température comme on le souhaite dans chaque pièce. Si on veut avoir une pièce à 17 pour bien dormir, on a le choix, chose qu'on ne peut pas faire réellement avec un robinet manuel. Donc, c'est l'aspect régulation pièce par pièce, la liberté de l'utilisateur d'avoir la température qu'il souhaite. L'autre principe, c'est bien sûr limiter la température et aussi de récupérer des chaleurs gratuites. Et vous voyez que là, lorsqu'il y a du soleil qui apparaît, par exemple dans la chaleur gratuite, vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait que le clapet va bouger. C'est tout simplement dans la tête. Le principe, c'est la dilatation. Donc, alors, une tête thermostatique, c'est vraiment de la dilatation de quelque chose. Dans un soufflet, on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc la tête gaz, donc d'Enfos,
a inventé le robinet thermostatique avec la tête gaz. Donc, c'est toujours une tête qu'on a bien sûr au catalogue, hein. Et à l'intérieur, si vous regardez ce soufflet, vous voyez, c'est quelque chose comme un accordéon. Alors, on voit bien sûr, on a enlevé une partie, hein, en fait, ça, c'est enfermé dans une boîte de conserve. C'est une petite boîte de conserve, donc c'est étanche. Ça dure très, très, très longtemps et ça va se dilater, s'ouvrir régulièrement toute sa vie. Donc, c'est de la dilatation basée sur un soufflet métallique, un accordéon métallique, si vous préférez. Donc, nous, dans Foss, on fabrique tous nos soufflets, aussi bien les soufflets gaz, on est les seuls à les avoir, ou que les soufflets liquides, on va dire les fabricants, autres fabricants, il y a beaucoup de fabricants qui sont avec des soufflets liquides. On a les deux, remplis d'un liquide. Durée de vie 20 à 30 ans, voire plus, enfin il y a même des têtes d'enfants qui ont 50 ans. La grosse différence entre les deux technologies, c'est que le gaz va réagir en moins de 10 minutes, alors que le liquide réagit à peu près au double. J'ai mis une moyenne de 20 minutes, mais il y en a qui sont à 23, à 24, d'autres à 18. Enfin, c'est la moyenne, c'est le double. Les têtes d'enfance, bien sûr, c'est des têtes qui sont très résistantes. Même la tête standard, qui est la RA 2990, ce qu'on appelle le test à la flexion, elle supporte au-delà de 75 kg. Et puis la tête collectivité, elle supporte jusqu'à 110 kg, 120 kg. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, hein. Si vous faites d'enfausse flexion, vous verrez, vous me verrez monter sur une tête. Et bon, je pèse que 82 kg à ce stade. Donc, dans le résidentiel, un intérêt pour le parc ancien, c'est d'abord de mettre du thermostatique. Il faut savoir que le thermostatique, le coût d'investissement d'un robinet thermostatique, c'est pas très onéreux, hein. On n'est pas dans le changement d'une chaudière, hein. Là, on est vraiment sur des investissements beaucoup plus faibles. Le temps de retour sur investissement, il est de 2 à 3 ans. Ce qui se passe sur une installation, lorsqu'on va mettre des robinets thermostatiques, bien sûr, on va avoir des colonnes qui se ferment. Donc, par exemple, là, si je représente la pression, j'ai mis un circuit ouvert pour représenter la HMT de la pompe, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de pression dans les premières que dans les dernières si on ne fait rien. Et quand il y a une branche qui se ferme parce qu'il y a du soleil, par exemple, on a donc une interaction, on l'a vu tout à l'heure avec Stéphane, une interaction avec les autres colonnes. Ça, c'est le comportement hydraulique d'une installation à débit variable. Alors, la problématique des vannes d'équilibrage manuel, c'est qu'une vanne d'équilibrage manuel, ça n'a de fonction qu'à 100% de débit. Ça veut dire qu'une vanne d'équilibrage manuel, si tant est qu'elle soit réglée, elle ne sert que quelques jours dans l'année. En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une vanne d'équilibrage manuel, c'est pas du tout adapté au débit variable. C'est-à-dire que ça règle un débit maxi, mais le débit maxi, on l'a que très très peu de temps. Donc, il faut oublier ce genre de solution manuelle, puisque c'est pas une solution d'équilibrage sur toute la saison de chauffe. Donc, le circulateur, bien sûr, ne peut pas résoudre des problèmes d'équilibrage hydraulique, puisque l'équilibrage, c'est forcément local, alors que l'action du circulateur, c'est une action centralisée. Et on l'a vu tout à l'heure, une autre manière de le représenter avec ce trapèze. Voilà, vous allez avoir des variations de pression sur un réseau, par exemple. Et ça, c'est forcément de l'équilibrage dynamique par antenne ou par terminal, par radiateur qui va le résoudre. Alors, par exemple, une installation non équilibrée, c'est assez intéressant de le voir. Quand vous avez des installations avec des intermittences et que vous redémarrez l'installation et que celle-ci n'est pas équilibrée, vous allez d'abord chauffer les zones qui sont les plus proches du circulateur parce que c'est les plus favorisées d'un point de vue hydraulique. Donc là, on parle vraiment d'une installation non équilibrée. Et puis, au fur et à mesure que les robinets thermostatiques vont se fermer, on va commencer à irriguer les colonnes suivantes, enfin les branches suivantes, et vous voyez qu'on commence à envoyer la chaleur au bout du réseau. Donc, l'intermittence va mettre tout de suite en évidence un problème d'équilibrage. Un problème d'équilibrage, les zones ne montent pas en température au même moment, et donc c'est source d'économie, sur un gain d'énergie, puisque si on se permet de maintenir ou de monter les zones en même temps, on va pouvoir gagner peut-être 1 heure en termes de mise en route de la chaufferie, la courbe de chauffe. Voilà. Chose très importante aussi, quand on regarde un émetteur, on fait varier la puissance d'un émetteur, bien sûr, par sa température. Là, j'ai pris un régime 70-50, par exemple. Mais lorsque le régime est établi pour tout le bâtiment, tous les radiateurs reçoivent du 70 degrés, la manière de régler la puissance d'un radiateur, c'est par le débit. Donc, le robinet thermostatique, en fait, il va faire varier le débit. Vous voyez qu'à 50% de débit, on a encore pratiquement 70-75% de puissance thermique. Donc, voilà ce que fait le robinet thermostatique. Maintenant, ce qu'on voit très souvent, ce sont des installations qui ne sont pas équilibrées, et qui ne sont pas équilibrées, ça veut dire qu'il y a des surdébits.
Et c'est pas par hasard que j'appelle cette diapo chasser les surdébits, parce que s'il y a des surdébits, vous voyez on a mis 200% de débit dans ce cas-là, on gagne très peu de puissance, mais le gros inconvénient de ça, c'est que déjà tout ce débit qu'on envoie là, en trop, il va falloir le fournir en plus sur la pompe, mais le plus grave, c'est qu'on va revenir non pas à 50 degrés, mais à une température beaucoup plus élevée, c'est-à-dire que là, on va pas condenser. Donc, de ne pas limiter les débits, ça a directement un impact sur la température de retour. Par exemple, regardez, je prends un radiateur de 1000 watts. Le débit théorique, c'est de 57 litres par heure. On prend un régime de 70-55. Si je mets un robinet manuel avec un gros KV, c'est-à-dire qu'il a un gros passage, j'ai fait une simulation avec un énorme KV. Hein. Il est en mesure, avec 1 mètre de perte de charge sur le robinet, il est en mesure de passer 230 litres par heure. Il n'est pas beaucoup plus puissant. Il ne fait que 1130 watts. Il n'a pas gagné tellement en puissance. Par contre, ce qui est très, très, très mauvais, c'est que là, le delta T, il est vraiment médiocre. On revient à 66, delta T de 4. Dès l'instant qu'on limite le débit, et bien voilà ce qu'on obtient. Là, j'ai mis un RADV, un robinet auto-équilibrant réglo bon débit. Là, vous voyez, j'ai mes 60 litres par heure, c'est tout à fait convenable. La puissance est la bonne. Mais surtout, j'ai mes 56 degrés. Donc, limiter le débit, ça n'a pas trop d'impact sur la puissance du radiateur, mais ça a un impact évident, essentiel sur la température de retour. Voilà pourquoi sur un radiateur, bon, bien sûr, vous connaissez tous le coût de réglage. Avec un robinet auto-équilibrant, en aucun cas, on va s'embêter à régler un T de réglage. Si votre bâtiment il a 500 radiateurs, vous allez avoir mal aux genoux si vous réglez 500 T de réglage. Donc, on oublie ça et on règle directement le débit, donc s'il correspond à une puissance, en fait, sur l'émetteur, sur le radiateur. Donc, en gros, quand on ne maîtrise pas les débits, on a donc des radiateurs, les premiers sont super irrigués, donc delta T médiocre, et puis plus ça va, plus le delta T augmente. Mais si on mélange tout ça, on a des températures de retour chaufferie relativement élevées, un mauvais delta T. Alors que si on est équilibré par émetteur, là on a le bon delta T partout, donc tout ça, ça se cumule et on retrouve une température de retour bien inférieure. Donc là, c'est la maîtrise des débits qui va vous maîtriser en fait votre delta T. Avec des robinets manuels, il faut voir que ça, c'est des études qui l'ont montré, la chaudière ne condense que 5% du temps. Donc ça, c'est toujours des choses intéressantes quand on voit des rénovations de parcs immobiliers où il y a voté en genre de travaux. On va faire des votes pour changer la chaudière, mettre de la condensation. Si derrière, on ne traite pas la maîtrise des débits, la chaudière ne condense que 5% du temps. Dès l'instant qu'on met du robinet thermostatique avec des débits réglés, là, on s'aperçoit qu'on va pouvoir condenser jusqu'à 80% du temps. Donc le robinet auto-équilibrant, c'est quoi? C'est le RADV, donc ça fait déjà plus de 11 ans maintenant qu'on a développé ce produit. Donc c'est un corps de robinet auto-équilibrant. C'est simple, il s'appelle RADV, on le met sur tous les émetteurs, sur chaque émetteur. On n'a plus besoin de vannes d'équilibrage. Bien sûr, si c'est de l'existant, on ne va pas les retirer, on va juste s'assurer qu'elles soient ouvertes en grand, et donc plus de fonction. On n'a plus besoin de retrouver les plans d'installation, et ça c'est très important en rénovation, parce qu'en rénovation, quelquefois, vous avez des branches dans les sous-sols, dans les placards techniques, etc. Mais vous avez des vannes, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, s'il y a 5, 6, 12 radiateurs. Donc, ça veut dire que déjà, pour régler une vanne d'équilibrage sur une branche, il faut connaître le réseau, avoir les plans. Dans certains cas où on n'a pas les plans, le fait de dire je ne vais pas régler une vanne en pied de colonne, mais je vais régler directement sur l'émetteur, on s'affranchit de la connaissance du réseau. On n'a pas besoin de retrouver les plans du réseau. Ça, c'est très important. Important aussi en résidentiel, ce qui est important en résidentiel, en rénovation, en logement occupé, il y a une seule intervention à faire et on sait très bien, les installateurs le savent très bien, que d'aller frapper chez les gens une fois, ça va, 2 fois, ça va, 3 fois, ça va. S'il faut y aller 4 fois chez les gens et prendre des rendez-vous, c'est une démarche assez chronophage. Donc, ce qu'on fait avec un RADV, c'est qu'on l'installe, on règle le débit, on met la tête et on s'en va. Important aussi, le robinet thermostatique, il y a des dimensions NF. Pourquoi je mentionne ça? Tout simplement parce que en Europe, il y a 2 dimensions de robinetterie thermostatique, NF et DIN. Donc le DIN, c'est un peu plus long. Donc l'avantage du NF, c'est que quand vous êtes en rénovation sur le marché français, le robinet manuel que vous allez changer est probablement aux dimensions NF. Donc si vous ne faites pas attention et que vous achetez dans le commerce un robinet d'une autre marque à la dimension DIN, ou si vous l'achetez en Allemagne par exemple, vous aurez peut-être des travaux de tuyauterie à prévoir. Donc tous nos corps sont en dimension NF
et ils sont tous à la norme EN 215. Alors le RADV dont je parle, on a mis une limite à 60 kPa dans la fiche technique, donc sachant qu'il peut aller un peu au-delà. Si on le convertit en termes de longueur de bâtiment, et là j'ai fait un calcul tout simple avec 15 mm de perte de charge, 15 mm de colonne d'eau de perte de charge par mètre, on arrive à une enveloppe de bâtiment de 130 mètres. C'est-à-dire que si votre bâtiment, entre la pompe et le dernier émetteur, il y a 130 mètres, on peut mettre du RADV. Si le bâtiment est plutôt horizontal, encore une fois, ce qui est important, c'est pas la longueur du bâtiment, hein, c'est la longueur entre la pompe et le dernier émetteur. Donc le robinet auto-équilibrant, le delta T est maîtrisé. Au niveau de la pompe, on va pouvoir l'optimiser et l'équilibrage, il est réellement effectué. Donc gain de temps puisqu'on a une seule opération par logement. Alors un outil très intéressant, puisqu'on parlait tout à l'heure Stéphane parlait de pompe au niveau, alors la pompe c'est l'HMT, ce qui se passe en bout de réseau. Bah là, ce qui nous intéresse, c'est que nous on a un outil qui permet d'aller voir ce qui se passe en bout de réseau. Et c'est là où c'est important, parce que là on est un peu aveugle en bout de réseau. Bah là pareil, va permettre de déterminer en bout de réseau, lorsque toute l'installation et les robinets sont réglés, d'aller vérifier que la delta P est nécessaire et suffisante au dernier radiateur. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une pompe qui pousse un petit peu trop, n'oubliez pas que même si vous poussez trop sur du RADV, vous n'aurez pas plus de débit, puisque le robinet il freine et il limite son débit maxi. Donc la possibilité que la pompe soit un peu réglée trop haute, elle est là. Donc on va vérifier. Et la plupart du temps, il se trouve qu'à la fin du réglage, donc en général on mesure en bout de réseau et puis on appelle la personne en chaufferie, le collègue, et on lui dit bah vas-y, on peut baisser un petit peu la HMT et on va trouver le point minimum de fonctionnement. Et donc ça permet de faire fonctionner la pompe sur une vitesse ou une HMT plutôt inférieure. Donc ça, c'est un outil de diagnostic, encore une fois. C'est pas fait pour régler le robinet, c'est fait pour optimiser la HMT de la pompe, d'avoir un œil en bout de réseau, et ça, c'est très important. C'est un outil qui est très compact, ça met 2 minutes à le mettre en place. Enfin, dernière chose, et qui est liée effectivement à la pompe, Stéphane l'a dit tout à l'heure, sur certains circulateurs, certains acceptent à débit nul, enfin, on va dire à débit nul, donc ils vont s'arrêter, mais je vois très très souvent effectivement dans les cahiers des charges, dans les demandes de clients, de bureaux d'études ou d'installateurs, eh bien un débit minimum sur la pompe si elle est plus importante. N'oubliez pas qu'en chaufferie, vous voyez le trait vert, bah, c'est la HMT constante, c'est ce qui se passe au niveau de la production. Mais que si on a une pompe à vitesse variable HMT constante, si on veut assurer un débit mini avec une vanne pressostatique, alors on appelle ça aussi une vanne de décharge, eh bien si vous la mettez en chaufferie, là où il y a très peu de variation de pression, il y a de fortes chances que vous ayez investi dans une vanne de décharge qui n'aura jamais la fonction de sécurité que vous souhaitez. Donc notez, et j'en vois beaucoup, hein, beaucoup de schémas AutoCAD ou autres, hein, qui sont avec des vannes de bypass juste derrière la pompe en chaufferie alors qu'elle est HMT constante. Elle n'aura pas trop de rôle à cet endroit-là. Là où il y aura toujours de la variation de delta P, c'est toujours à l'extrémité du réseau. Donc les vannes de bypass, les vannes de décharge pressostatique, il faut les mettre, peut-être pas tout à fait au bout de réseau, mais assez loin de la pompe de manière à ce qu'il y ait une variation de delta P. Voilà, donc là, il y a cette partie-là. Stéphane, tu veux intervenir sur cette diapo sur les offres pour vos clients? Stéphane? Oui, excusez-moi. Fallait que je réactive mon micro. Non, bah en fait, faut pas. Donc en fait, voilà toute l'offre également là sur nos produits domestiques avec le Stratos Pico, le Ionos Pico. Donc les produits, tout ce qu'on a Stratos, en fait, dans les dénominations Stratos, ce sont les produits donc haut de gamme, les produits premium. Ensuite, le Ionos, c'est vraiment la gamme standard qui répond déjà à beaucoup d'applications. Donc tous ces produits sont à variation de vitesse. Le Ionos Pico existe également en version double pour du domestique ou du petit collectif, on va dire. Et vous avez également la gamme Stratos Pico Z pour tout ce qui est circulateur pour les applications d'eau chaude sanitaire et qui répondent donc à l'agrémentation d'ACS. Donc en fait, vous avez quand même toute une offre de produits. On a parlé beaucoup du Stratos Maxo avec des petits focus, donc des produits collectifs, mais on a également toute une offre en produits, bien entendu, domestiques, en petits circulateurs domestiques. Donc vous retrouvez tout ça sur notre site internet willow.com. Voilà.
Alors, en ce qui nous concerne d'Enphos, donc n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire sur le site que vous voyez ici, installateurdenphos.fr. Depuis maintenant pratiquement un an, on a produit pas mal de supports et pas mal de supports webinaires, par exemple, qui sont donc enregistrés. Donc, vous avez toute liberté en vous inscrivant d'être à jour de ce qui existe et de ce qui va arriver comme webinaire ou présentation ou nouvelles vidéos ou nouveaux outils. Donc, n'hésitez pas. Et maintenant vient éventuellement la séance questions-réponses. Si vous avez, est-ce que vous avez, alors vous avez, on a peut-être oublié de le dire, non, je pense qu'on l'avait dit, Stéphane, hein, dans le chatter, vous pouvez poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est Clément qu'on a parlé, oui, tout à fait en début de présentation. Ouais. C'est Clément, pardon. Clément, si tu vois des questions qu'on n'arrive pas à voir. Je vois une question. On peut revenir sur la limite d'utilisation des corps thermostatiques? Oui, alors 130 mètres, dans la fiche technique, c'est marqué 60 kPa. Donc, j'ai tout simplement fait un calcul en prenant un réseau, on va dire, de résidentiel avec des radiateurs bitubes, bien entendu. Et si vous prenez 15 mm de colonne d'eau par mètre, on va dire la valeur qui inclut les pertes de charge linéique et les pertes de charge singulière, c'est la valeur commune, on va dire. Et si on prend 1 mètre de colonne d'eau dans le dernier radiateur et 1 mètre de colonne d'eau dans la chaudière, on va dire, on arrive à cette valeur-là. Mais la valeur qu'elle est sur la fiche technique, c'est 60 kPa. Ça ne veut pas dire qu'au-delà de 60 kPa, ça ne marche plus. Hein. Mais on a mis cette valeur-là pour des raisons uniquement acoustiques. C'est-à-dire que 60 kPa, on est sûr d'être en dessous de 30 décibels. Et ça, c'est important puisqu'en résidentiel, si vous mettez ça dans une chambre, il faut que ce soit silencieux. Donc, ça ne veut pas dire qu'au-delà, si on met à 70, peut-être 80, il va faire le job, mais tout simplement, si c'est un couloir, un hall de gare, il n'y a pas de problème, mais si c'est une chambre, ce sera limite. Donc, encore une fois, c'est 130 mètres, c'est pas une limite absolue. Hein. Si jamais vous dites mon réseau, j'ai baissé mes débits globaux dans mes conduites, c'est peut-être plus de 15 mm de colonne d'eau par mètre que vous aurez baissé, c'est bien moindre. Donc là, je vous assure, le calcul que j'ai fait, c'est avec cette valeur-là. Donc, on va dire c'est une valeur, on va dire assez sûre. Et les 130 mètres sont encore une fois entre la pompe et le dernier émetteur. Avez-vous des questions? Je regarde, n'hésitez pas dans le chat. Parce que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on Stéphane et moi, on a été très très bons. Et clair? Alors encore une fois, je vois la question revient, enfin encore au-delà de 130 mètres. C'est plutôt les 60 kPa qui nous intéressent. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement les 130 mètres. Hein. Donc si on dit, si vous prenez un bâtiment de 500 mètres par exemple, bah là on sait très bien que la pompe elle aura peut-être besoin de 10-12 mètres de colonne d'eau. Auquel cas, le premier robinet, lui, il va être soumis à ces 12 mètres de colonne d'eau ou 10 mètres de colonne d'eau, par exemple. Là, il va limiter un débit, et puis là, je pense qu'il va faire un petit peu de bruit, il va être très, très sonore. Il faut savoir qu'un robinet thermostatique classique, vous prenez un robinet classique, quelle que soit la marque, d'Enphos ou d'autres marques, à partir de 20 kPa, 25 kPa, 30 kPa, vous commencez à l'entendre. Là, le RADV, vous commencez à l'entendre beaucoup plus tard. Donc, on va dire que c'est un robinet qui est beaucoup plus silencieux sur une plus grande plage. Mais il ne faut pas non plus penser qu'avec un bar de delta P, on ne l'entend pas. Donc, encore une fois, ce n'est pas tellement la longueur du bâtiment, même si c'est une aide pour savoir sur quel genre de bâtiment on peut aller, c'est surtout les 60 kPa. Encore une fois, si vous avez un bâtiment où il y a de la rénovation, l'isolation par l'extérieur et les conduites sont existantes, il est probable que peut-être le débit va chuter, auquel cas les 15 mm que j'ai utilisés dans mon calcul, c'est peut-être 10. Et donc là, vous pouvez peut-être aller à 150, 180 mètres. Donc c'est pas une limite absolue, ces 130 mètres. Hein. C'est un guide. Voilà.
Stéphane, tu vois la question là sur la Oui, diapo de oui, j'ai vu Willow, la ouais, puissance tout à fait. électrique. Ouais. Exactement. Donc là, la question est la suivante, c'est bonjour, sur la diapo de Willow, la puissance est électrique ou hydraulique? Donc on parle effectivement de puissance électrique. La puissance absorbée, donc comme on l'a dit tout à l'heure sur la diapo, c'est le débit multiplié par la hauteur que multiplie la densité. Et donc on divisera tout ça par 367 que multiplie le rendement global. Donc ça impacte en fait la puissance électrique en fait du circulateur, donc la puissance absorbée aux bornes en fait du variateur. Voilà. Je vois une question, comment se comporte le RADV en présence de boue? Je dirais comme tout robinet c'est pas tellement les boues, hein, enfin tout robinet thermostatique. Les boues, je veux dire, si c'est des boues, on va dire, voilà, qui se baladent de l'eau noire, bon, ça va se balader, ça va passer, hein. Ce qui est pas du tout bon, évidemment, c'est des particules qui se baladent dans l'installation, des bouts, des bouts de métaux, des copeaux, que ce soit un robinet RADV ou pas, il a de fortes chances de se mettre dans l'orifice le plus petit. Alors ça peut être le robinet thermostatique sur une installation avec des T de réglage, s'il est bien bridé, ce sera au niveau du T de réglage. Mais c'est pas tellement les bouts, hein, c'est plutôt les particules, mais ça c'est pas lié au RADV. Quel que soit le robinet thermostatique, quelle que soit la marque. De toute façon, le passage, quand vous le réglez, pour 57 litres par heure, par exemple, qui fait 1000 watts, c'est relativement petit le passage. Donc, c'est surtout les particules qui se baladent. Donc, bien sûr, il faut une installation quand on fait une rénovation. Si on dit, bah tiens, j'ai une installation qui a 90 ans, j'enlève le manuel, je mets du thermostatique et je me soucie pas de la qualité d'eau. Oui, je dirais c'est un peu abusé. On va d'abord regarder si la qualité d'eau du vieux bâtiment est bonne. On désembout, on filtre, on met ce qu'il faut, on met les pots. Mais il n'est pas plus sensible que n'importe quel robinet thermostatique classique. Je vois, il y a une autre question. Attendez, hop. On peut cumuler avec des vannes de réglage en pied de colonne sur les très grands réseaux. Du coup, on peut cumuler avec des vannes de réglage en pied de colonne sur les. Ah oui, c'est marqué 2 fois. Pardon. Sur les très grands réseaux. Oui, on pourrait dire, on peut toujours faire un mix. Quelquefois, je vous ai parlé de la solution de robinet auto-équilibrant par émetteur. Mais vous pouvez tout à fait dire, bah tiens, j'ai une grappe de radiateurs et j'ai 10 radiateurs et là, bah, je vais plutôt mettre une vanne de delta P en pied de colonne et mettre du robinet classique, on va dire. Donc ça, c'est possible et peut-être que d'autres branches où il n'y a que 2-3 radiateurs, ce serait un peu trop coûteux de mettre une vanne d'équilibrage automatique sur 2-3 radiateurs. Donc là, on pourrait mettre du RADV. Donc on peut un peu mixer les deux. Mais si la question était de dire, j'ai un bâtiment de 500 mètres et je dis, je mets des vannes de delta P sur les premières branches et puis après, je mets du RADV au bout. Il faut bien comprendre que si vous partez à 12 mètres de colonne d'eau, vous avez, alors je ne sais pas comment je vais vous montrer, vous avez ça, mais il y aura toujours une grande variation de pression au bout de réseau. Donc le RADV qui au départ avait pas trop de delta P, lorsque le réseau va commencer à se fermer, vous allez avoir une augmentation de delta P en bout de réseau. Donc on peut toujours mixer un peu les deux, mais de toute façon, quand ça va se fermer, il faut bien comprendre que la HMT de la pompe, vous allez pratiquement la retrouver à l'extrémité du réseau. Alors, comment, là, il y a une question de la pompe. Comment bien expliquer l'origine du Dynamic Adapt Plus à des apprentis? Alors, c'est vrai que c'est assez complexe puisqu'en fait, le Dynamic Adapt Plus, donc c'est un algorithme en fait qui est, comment dire, qui est intégré au circulateur. Donc, pour essayer d'expliquer ça de la façon la plus simple possible. Donc, en fait, quand on active cette fonctionnalité, le circulateur, dans un premier temps, va régler une consigne qui va correspondre en fait à au point nominal de la pompe, c'est-à-dire en plein milieu de courbe de la pompe. Et sa courbe de régulation va dépendre un petit peu du paramétrage que vous avez fait initialement. C'est-à-dire que dans le paramétrage du Stratos Maxo, vous paramétrez votre appareil via l'application, c'est-à-dire quelle typologie de, est-ce que vous êtes sur du chaud, est-ce que vous êtes sur du froid. Ensuite, vous allez paramétrer la typologie d'émetteur. Donc, la courbe de régulation va être, comment dire, conditionnée par le paramétrage que vous avez fait. Donc, ce paramétrage tout simple, quel type d'application, quel type d'émetteur on a. Puis ensuite, donc, il va régler, comme je vous l'ai dit, la consigne, comment dire, une consigne au point nominal de la pompe dans un premier temps. Et donc là, il va, comment dire, analyser les ouvertures et fermetures des têtes thermostatiques, c'est-à-dire l'évolution des pertes de charge. Il va les cartographier, c'est-à-dire qu'il va faire une cartographie en fait de toutes ces pertes de charge. Et au bout de 24 heures, en fait, en fonction de cette cartographie, il va réadapter son point de consigne.
d'accord, en fonction de l'ouverture maximale du réseau qu'il y a eu à ce moment-là. Il va réadapter également sa petite courbe, c'est-à-dire qu'il va choisir un delta P constant ou un delta P variable, il va redéfinir également sa courbe, donc via l'algorithme. Et ça, en fait, il va faire ça en permanence, c'est-à-dire qu'en permanence, il cartographie le réseau, et toutes les 24 heures, en fait, s'il est nécessaire de réadapter son point de consigne, il réadaptera son point de consigne. Donc cette fonctionnalité est vraiment très très intéressante, notamment quand on est vraiment en mi-saison, quand les têtes thermostatiques sont quasiment partiellement fermées parce qu'on a des températures ambiantes en extérieur qui sont douces. Donc là, faire un réglage, optimiser le réglage, si on n'a pas une bonne connaissance de l'installation, bah, c'est pas si simple que ça, quoi. Donc là, c'est vraiment une très très bonne méthode, un très bon réglage, enfin une très bonne fonctionnalité plutôt, qui va permettre en fait vraiment d'assurer un fonctionnement, un bon fonctionnement de l'appareil, même si vous faites un réglage donc en mi-saison. Et c'est comme je vous l'ai dit, toutes les 24 heures, en fait, il y a comment dire, une évolution, une adaptation de cette consigne si nécessaire. Et donc, effectivement, quand on va arriver dans des périodes plus froides, par exemple au mois de novembre, au mois de décembre, où là, on va arriver sur des besoins maxi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va réadapter donc en permanence cette fameuse consigne pour vraiment répondre aux besoins de l'installation. Donc voilà pour essayer d'expliquer le plus simplement possible le principe de fonctionnement, mais tout ça, ça fait suite donc à un algorithme qui est intégré donc au variateur du circulateur. Stéphane, ta réponse est claire. Moi, j'ai une question. Est-ce que les robinets thermostatiques RADV peuvent être installés sur une installation monotube dérivé? La réponse est très simple. La réponse non, le RADV, il est fait pour du bitube. Tout simplement parce que le RADV, donc, il lui faut une delta P minimale, c'est 10 kPa, donc 1 mètre de colonne d'eau. En monotube dérivé, vous avez des delta P par radiateur qui sont beaucoup plus faibles. Donc, vous avez un fort risque de ne pas atteindre le débit souhaité. Donc, non, le RADV, sur du monotube dérivé, il faut des corps avec des très faibles pertes de charge. Donc, chez nous, ça s'appelle RAG. C'est des corps avec un gros KV. Hein, donc, un gros KV, ça veut dire peu de pertes de charge. Donc, le RADV, non, il n'est pas convenable. Il n'aurait aucun intérêt sur du monotube. Donc là, il y a une nouvelle question qui concerne donc les pompes, notamment sur le mode de régulation delta P variable. Donc en fait, il est écrit donc pour le mode delta P variable, vous parliez de la nécessité de bien connaître son réseau. Quels peuvent être les problèmes engendrés par ce mode? Alors, quand j'ai parlé de nécessité de bien connaître le réseau, c'est vraiment si on souhaitait modifier la courbe de régulation en dessous de 50%. Donc je le rappelle, en standard, sur la plupart des produits qui disposent en fait du delta P variable, la courbe est réglée à 50%. Avec le Stratos Maxo, on a la possibilité de descendre en fait ce pourcentage de 50%, on a la possibilité de le descendre et donc d'affiner un petit peu plus la régulation. Donc effectivement, là, il y a une nécessité de bien connaître le réseau. Alors, d'origine, comme je vous l'ai dit, le delta P variable, la courbe est réglée donc à 50%. Donc sur des réseaux qui sont vraiment mal équilibrés, qui ne sont pas du tout équilibrés, le risque, pour répondre donc à votre question, ça va être en fait que la pression fournie par la pompe, étant donné qu'elle descend, ne soit pas suffisante pour irriguer la totalité du réseau. Et on peut se retrouver effectivement dans des cas où la pression fournie par la pompe n'est pas suffisante, hein, et donc on va avoir une insatisfaction sur les points les plus défavorisés de l'installation qui seront mal irrigués. Et donc voilà le risque que cela présente. Donc avec une courbe à 50%, le risque est quand même relativement minimum, sauf sur des réseaux qui sont vraiment très très mal équilibrés. C'est pour ça qu'avec le Stratos Maxo, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez des risques, si vous êtes vraiment sur une installation qui ne dispose pas de dispositif d'équilibrage et ça peut présenter éventuellement ce risque. Vous avez la possibilité de modifier, de mettre par exemple cette pente à 80%. Ça veut dire que vous êtes quand même sur un petit delta P variable et là vous avez vraiment diminué le risque qu'on vient d'évoquer puisque la pente sera beaucoup plus faible, mais par contre, on bénéficiera quand même d'un peu plus de variation de fréquence qu'en delta P constant. Donc ça permettra de faire des économies d'énergie supplémentaires. Je vois une question. Quand disposer de vannes de régulation à pression constante sur des réseaux radiateurs? Est-ce que je comprends bien la question? Vannes de régulation. Alors, est-ce qu'on parle de vannes d'équilibrage en pied de colonne? Auquel cas, si c'est un bâtiment qui fait 500 mètres avec 50 colonnes, par exemple, ben, la vanne de delta P, c'est assez judicieux. Si ça fait une dizaine d'étages, on met une vanne de delta P. Est-ce que c'est ça la question? Donc, on va en mettre en pied de chaque colonne et donc chaque colonne va être indépendante les unes des autres. Mais j'espère bien comprendre la question parce que
vanne de régulation à pression constante, c'est pas les vannes de décharge, je pense, puisque j'en ai parlé de la vanne de décharge, c'est pas une vanne d'équilibrage, hein. C'est une vanne qui va assurer un débit mini, soit pour la pompe, soit pour le générateur de chaleur. Donc, c'est pas de l'équilibrage. C'est aussi une vanne pressostatique. Mais si on parle d'équilibrage, c'est en pied de chaque colonne, si c'est du résidentiel, et si c'est du tertiaire, par exemple, si c'est une barre d'immeuble, très souvent en sortie de trémie, vous avez une vanne de delta P qui va donc par étage limiter la delta P par groupe de ventilos, convecteurs ou de poutres froides, par exemple. Je vois une nouvelle question donc, qui, je pense, me concerne. Donc, à quoi correspond donc, cette fameuse densité dans le calcul de la puissance? Alors, c'est vrai que dans la formule que l'on a, comment dire, affichée tout à l'heure sur le slide, on a bien dit que la puissance absorbée d'une pompe était liée donc au débit multiplié par la hauteur, multiplié par la densité, divisé par 367 fois le rendement global. Donc la densité, en fait, si vous voulez, c'est la masse volumique de l'eau, si vous préférez. Pour de l'eau, en fait, quand on véhicule de l'eau, donc à 4 degrés en l'occurrence, la densité elle est de 1. Donc on considère en règle générale que quand on véhicule de l'eau, la densité est de 1. Elle variera en fonction de la température. Si on a une température qui est à 80-90 degrés, la densité sera un petit peu plus faible. Mais voilà à quoi correspond la densité. Alors par exemple, quand vous êtes avec un fluide avec de l'eau glycolée, forcément à partir du moment où vous mettez un certain pourcentage de glycol dans votre fluide, vous modifiez la masse volumique de votre fluide. Donc derrière, vous modifiez en fait la densité de votre fluide, et donc c'est un impact direct sur la puissance absorbée de la pompe. Donc voilà en fait à quoi correspond cette densité. La densité, c'est le rapport en fait de la masse volumique de votre fluide par rapport à la masse volumique de l'eau. Voilà à quoi ça correspond donc, dans cette formule. Eh bien, c'est bien, on alterne bien les questions sur la question pour Danfoss, sur la présentation du système de contrôle du radiateur au plus éloigné. Le système de Mano pour le contrôle est-il disponible chez les fournisseurs? Alors, le petit outil que je vous ai montré, il ne se montre que sur les robinets Danfoss. Donc, c'est-à-dire, dès que vous avez du Danfoss, vous avez n'importe où, vous pouvez aller récupérer la delta P. Donc, si vous intéresse, sur le plus loin de réseau. Alors, il y a d'autres solutions. Si vous dites, bon, vous n'avez pas l'outil, par exemple, mais si en haut de la colonne, eh bien, vous mettez des prises de pression, par exemple, des choses qu'on ne voit jamais, vous n'avez pas besoin de l'outil, mais je n'ai jamais vu d'installation où on avait en haut de la colonne, à l'extrémité, deux prises de pression, où il pourrait y avoir une vanne d'équilibrage toute simple hein, qui est fermée et ça nous permet d'aller chercher de la delta P. Ça permet aussi d'optimiser la HMT de la pompe. Mais l'outil est unique, il est que fait pour les robinets Danfoss. Donc une nouvelle question visiblement pour Vilo et notamment le Stratos Maxo. Donc la fonction auto-stop est-elle que sur le Stratos Maxo, et si oui, faut-il relancer manuellement la pompe en cas d'enclenchement de la fonction? Donc oui, effectivement, cette fonction auto-stop, alors nous on l'appelle no-flow stop, mais effectivement c'est ça que je pense que vous voulez dire. Donc elle est disponible uniquement donc, sur le Stratos Maxo, effectivement. Cette fonctionnalité, donc vous l'activez, c'est-à-dire que dans un des menus, dans le menu paramétrage, en fait, vous allez activer cette fonctionnalité de No Flow Stop, et donc le circulateur va s'arrêter dès lors qu'en fait on descend sous un certain seuil de débit. C'est-à-dire que quand vous activez cette fonctionnalité, elle vous demande à partir de quel débit vous souhaitez faire arrêter le circulateur. Donc là, vous allez rentrer, vous, votre information de débit. Et donc, dès lors qu'on va descendre en dessous de ce débit, le circulateur donc, va s'arrêter. Vous n'êtes pas obligé de le réinitialiser pour répondre à votre question. C'est-à-dire que là, en fait, on va avoir une routine qui va s'enclencher. Si le circulateur s'arrête, on va avoir une routine de renclenchement, c'est-à-dire que toutes les 4 minutes 30, la pompe va se relancer d'elle-même. Elle va de nouveau mesurer le débit. Donc ça va cette routine on va dire de remesure, d'une nouvelle mesure, elle va le refaire pendant 30 secondes. C'est-à-dire pendant 30 secondes, elle va regarder si finalement les vannes thermostatiques se sont réouvertes, si on a un certain débit. Donc si on est au-dessus du seuil que vous avez réglé, la pompe va continuer à fonctionner normalement sur la consigne que vous aviez pré-réglée au départ. Si nous sommes encore en dessous du seuil que vous aviez pré-réglé, la pompe va de nouveau s'arrêter pour 4 minutes 30. Donc en gros, c'est 4 minutes 30 d'arrêt, 30 minutes de revérification. En fait, est-ce qu'on a du débit, est-ce qu'on n'a pas du débit? Si on est en dessous du débit paramétré, on arrête de nouveau le circulateur et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une routine qui est enclenchée. Et ce qui veut dire tout simplement que vous n'avez pas d'action à réaliser en fait sur le circulateur.
Une question, le RADV est-il vendu avec un tableau de réglage débit pour les radiateurs sur lesquels il est monté, puissance radiateur? Alors le robinet, donc il n'est pas vendu avec le radiateur, donc en tous les cas sur le robinet, sur la boîte, il y a sur le côté de la boîte, il y a marqué le réglage en fonction de la puissance. Enfin, il y a même un delta T, donc en France en général c'est un delta T de 15 ou voire de 10. En tous les cas, il y a une échelle. Et ça nous permet en puissance donc d'aller chercher, si on veut régler un radiateur de 1200 watts, peut-être que ça va être la position, j'ai perdu exactement, c'est peut-être position 4 ou position 5, mais donc c'est gradué sur le côté de la boîte en termes de litrage et de puissance. Et le robinet est réglé sur sa position N, c'est-à-dire le débit maxi. Voilà. Il y a une autre question, le débit est déterminé à partir de la puissance installée ou des besoins d'éperdition? Ah bah, le débit dépend de l'émetteur, puisque quand vous prenez un radiateur d'un fabricant, il a une puissance qui varie en fonction du delta T, la fonction du delta T du radiateur lui-même, la température d'alimentation. Donc c'est la taille du radiateur, plus le régime de température d'eau, qui va permettre de calculer le débit. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, dans l'ancien, quand il y a de la rénovation, il faut estimer soit la taille du radiateur, et vous voyez des applications qui existent, telle taille de radiateur, ça fait à peu près tant de puissance, mais n'empêche que c'est à vous de dire sur quel delta T vous voulez travailler, ce qui va conduire au calcul du débit. Alors là, peut-être que je sais pas, peut-être que cette question-là aussi, Thierry, elle était, comment dire, liée au débit de la pompe. La détermination du débit de la pompe, c'est vrai que dans le deuxième ou troisième slide, j'ai aussi évoqué que le débit de la pompe, en fait, pour dimensionner le débit de la pompe, on suivait la petite formule de la puissance installée divisée par 163 fois le delta T. Donc le delta T entre le départ du générateur et le retour du générateur. Donc en fait, cette puissance installée, c'est la puissance de la chaudière. La puissance de la chaudière, elle est définie, elle est calculée à partir justement du calcul de déperdition de votre installation. Donc, il y a d'abord, dans un premier temps, un calcul de déperdition qui est réalisé, donc de puissance de déperdition en fait, du bâtiment. Très souvent, il y a des petites marges de sécurité quand même qui sont prises. Et ensuite, le débit de la pompe, le calcul du débit de la pompe va se faire en fait à partir de cette puissance-là, effectivement, c'est-à-dire les puissances de déperdition qui sont très souvent un petit peu majorées pour définir la puissance du générateur. Alors juste aussi une petite précision au niveau de la puissance du générateur. Il faut vraiment prendre la puissance en fait qui est liée à l'application chauffage. On a certains générateurs qui vont faire aussi bien du chauffage, mais qui vont aussi faire de la production d'eau chaude sanitaire, donc notamment de la production d'eau chaude sanitaire parfois instantanée. Et donc là, il faut vraiment se focaliser sur la puissance qui est liée à la puissance pour le chauffage, donc qui est liée vraiment aux déperditions, effectivement, aux déperditions. Et au niveau du delta T, ça dépendra en fait de la typologie d'émetteur qui est utilisé, donc le différentiel de température entre la température de départ et la température de retour de l'installation, qui dépend effectivement de la typologie d'émetteur. Alors j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Il y avait quoi? Est-ce que les robinets thermostatiques RDV peuvent être installés sur des anciens radiateurs en fonte en ne sachant pas la puissance en watts, en débit, en litres par heure de ces radiateurs? Bah oui, quand on est en rénovation, on a du mal à estimer un petit peu. Alors si c'est du résidentiel, bon, en général, il n'y a pas de radiateur de 5000 watts, par exemple. Ce serait une grande pièce. Donc, je dirais le RADV déjà qui va aller jusqu'à 130, 135 litres par heure, on est tranquille jusqu'à 2 kilowatts, un petit peu au-delà. Donc, il est vraiment fait pour du résidentiel. Après, vous auriez un radiateur en fonte dans votre château, dans un grand séjour qui fait 5000 watts. Effectivement, là, je pense qu'en termes de débit, ce sera limité. Donc, on optera pour autre chose, pour des corps classiques en fait. Une autre question peut-être qui concerne la société Vilo. Donc, que conseillez-vous comme suivi de la perte de charge des réseaux de chauffage, mesure delta P directement sur le circulateur ou delta P entre l'aller et le retour de l'installation, je pense que c'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Effectivement, si vous voulez mesurer en fait des pertes de charge vraiment globales sur le réseau, mais mesurer la totalité des pertes de charge, il est conseillé vivement de les prendre en fait sur la pompe ou sur le circulateur. Donc sur la plupart des circulateurs ou pompes inline,
quand je l'appelle pompe inline, en fait, c'est brides d'aspiration et refoulement dans le même axe. Elles sont très souvent en fait percées, taraudées, et donc vous avez la possibilité. Il existe des petits kits en fait de ce qu'on appelle des kits de pression delta P qui peuvent être installés donc sur ces brides de pompe. Et là, vous avez de l'assurance en fait de mesurer la totalité des pertes de charge de votre réseau. Si vous mettez en fait, si vous mesurez un delta P entre l'aller et le retour, bah, tout dépend où est-ce que vont être positionnés en fait vos piquages. Mais très souvent, vous n'allez pas prendre la totalité des pertes de charge parce qu'en fait, il y a des éléments qui peuvent se retrouver en fait entre ces piquages et entre la pompe. Donc, si vous voulez vraiment globaliser la totalité des pertes de charge à partir en fait du circulateur, il faut mesurer le delta P effectivement sur les brides de la pompe. Et là, vous êtes certain en fait de mesurer les pertes de charge globales totales du réseau. Bon, Stéphane, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Enfin, comme on a bien dépassé le temps, mais enfin, c'est pas nous qui l'avons dépassé, hein. Ce sont vos questions et nos réponses. Enfin, même si on avait bien répondu ou mal répondu à vos questions, s'il y avait encore des doutes, de toute façon, vous pouvez bien sûr nous envoyer un mail. Ça va être distribué soit à Stéphane, soit à moi. En termes de questions techniques, on peut toujours bien sûr y répondre par la suite. Et puis, Stéphane, tu as d'autres choses à dire, puisqu'il va falloir clore. Eh bien, non, on va clôturer. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette présentation, à ce webinaire qu'on a fait en commun avec Danfoss. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en fait de nouveau en fonction de l'application. Enfin, si on est plus sur la partie circulateur ou pompe à variation de vitesse, ou si on est plus sur la partie technique équilibrage, eh bien, on se fera un plaisir de vous répondre donc avec Thierry pour répondre à vos questions là, tout simplement. Donc, merci à tous et une bonne fin de journée à Merci tous. beaucoup. Bonne journée.